En moins de 9 mois, Hitler a soumis l'Europe. La Pologne est tombée en 6 semaines, la France en 6 autres. Des pays entiers ont été balayés sans avoir le temps de réagir, sans espoir de résistance. La Wehrmacht ne combattait pas comme les armées conventionnelles. Elle combinait chars, avions et communications radio dans une attaque synchronisée, capable de briser les défenses les plus solides à des vitesses inimaginables. Tandis que les généraux ennemis planifiaient leur riposte, les troupes allemandes étaient déjà enfouies à des centaines de kilomètres à l'intérieur de leur territoire. Cette avancée irrésistible était plus qu'une guerre. C'était une tempête de destruction calculée. Comment une nation vaincue en 1918 a-t-elle pu créer une machine de guerre aussi meurtrière? Pourquoi les grandes puissances européennes n'ont-elles pas su anticiper l'avenir? Qu'est-ce qui a échoué dans leur plan? Voici l'histoire de la conquête la plus rapide et la plus brutale de l'histoire militaire. L'essor de l'Empire, la vision d'Hitler et le plan de conquête. Dans les années qui précédèrent le déclenchement du conflit le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité, Adolf Hitler jeta méticuleusement les bases d'une machine de guerre qui allait transformer la carte de l'Europe. Sa préparation ne résultait pas d'impulsion soudaine, mais d'une vision calculée alliant ambition idéologique et stratégie politique et militaire soigneusement orchestrée. L'Allemagne, qui émergerait de cette préparation, serait radicalement différente de la nation humiliée issue de la Première Guerre mondiale. Les prémices de cette transformation avaient germé dans les pages de Mein Kampf, où Hitler exprimait ses idées fondamentales sur le destin de l'Allemagne. Le concept de Lebensraum, ou espace vital, devint l'axe central de sa vision expansionniste. Il ne s'agissait pas d'une simple ambition territoriale, mais d'une doctrine justifiant la conquête des vastes territoires d'Europe de l'Est comme une nécessité existentielle pour le peuple allemand. Hitler concevait cette expansion comme un droit naturel de la race aryenne, supérieur, selon son idéologie, aux peuples slaves et juifs qui habitaient ces territoires. L'humiliation du traité de Versailles avait placé l'Allemagne dans une position de faiblesse stratégique qu'Hitler était déterminé à renverser. Les restrictions militaires imposées par le traité limitaient l'armée allemande à peine 100 000 soldats et interdisaient totalement l'aviation militaire, les chars et une marine importante. Pour Hitler, ces limitations constituaient non seulement un obstacle militaire, mais aussi un symbole de la subordination allemande qu'il fallait éradiquer. Le processus de réarmement commença de manière furtive mais systématique. Dès son accession au pouvoir en 1933, Hitler entreprit de démanteler les restrictions de Versailles avec une audace calculée. Le rétablissement du service militaire obligatoire en 1935 marqua la première remise en cause ouverte de l'ordre international établi. Cette mesure permit non seulement une expansion spectaculaire de l'armée allemande, mais envoya également un message clair sur les intentions du régime nazi. La remilitarisation de la Rhénanie en 1936 constitua un test crucial pour la détermination européenne à faire respecter les accords d'après-guerre. L'absence de réponse militaire significative de la France et de la Grande-Bretagne confirma à Hitler que les puissances occidentales n'étaient pas prêtes à risquer un conflit pour maintenir le statu quo. Cette victoire diplomatique et psychologique renforça sa conviction qu'il pouvait continuer à défier l'ordre international sans en subir les conséquences immédiates. Parallèlement au réarmement terrestre, Hitler supervisa la création de la Luftwaffe sous la direction d'Hermann Göring. Cette nouvelle force aérienne non seulement brisa les interdictions de Versailles, mais constitua également une révolution dans la doctrine militaire allemande. L'aviation allait devenir un élément essentiel de la stratégie de la Blitzkrieg, fournissant un appui aérien immédiat aux forces blindées en mouvement et établissant la supériorité aérienne comme condition préalable au succès militaire. Le développement des forces blindées a complètement transformé la conception traditionnelle de la guerre. Les généraux allemands, influencés par des théoriciens comme Heinz Guderian, ont conçu une nouvelle forme de combat privilégiant la rapidité, la concentration des forces et la pénétration en profondeur du territoire ennemi. Cette doctrine militaire exigeait non seulement un équipement de pointe, mais aussi une coordination sans précédent entre les différentes branches des forces armées. La diplomatie joua également un rôle crucial dans la préparation d'Hitler à la guerre. Le pacte de non-agression germano-soviétique, signé en août 1939, représentait un chef-d'œuvre de pragmatisme politique. Malgré la profonde animosité idéologique entre le nazisme et le communisme,
Hitler reconnaissait la nécessité stratégique de neutraliser temporairement la menace soviétique. Cet accord garantissait non seulement que l'Allemagne éviterait la guerre redoutée sur deux fronts, mais incluait également le partage secret de la Pologne, garantissant des gains territoriaux immédiats aux deux puissances. La préparation logistique à la guerre démontra la capacité d'organisation du régime nazi. Le commandement suprême de l'armée allemande élabora des plans détaillés pour mobiliser des millions de soldats, de véhicules et de ravitaillements à travers les frontières européennes. Les réseaux ferroviaires allemands furent modernisés et étendus pour permettre les déplacements massifs de troupes et de matériel. Les ports allemands se préparèrent à gérer le flux constant de matériel nécessaire au maintien d'une campagne militaire prolongée. Les services de renseignement militaires allemands ont établi des réseaux d'espionnage dans toute l'Europe, fournissant des informations cruciales sur les défenses et les préparatifs militaires des pays voisins. Cet avantage informationnel a permis aux stratèges allemands d'identifier les faiblesses des défenses ennemies et d'élaborer des stratégies spécifiques pour les exploiter. Le contrôle interne de la population allemande était tout aussi crucial pour la réussite des plans d'Hitler. La Gestapo et les SS créèrent un appareil répressif qui réduisit au silence toute opposition au régime. Simultanément, la propagande nazie, dirigée par Joseph Goebbels, mobilisa l'opinion publique en faveur des ambitions expansionnistes du parti. Les médias, contrôlés par l'État, présentaient la préparation militaire comme une réponse défensive aux menaces extérieures, tandis que les événements publics tels que les défilés militaires et les célébrations nationalistes renforçaient l'image d'une Allemagne renaissante et puissante. Cette campagne de propagande garantissait non seulement le soutien populaire aux politiques du régime, mais créait également un climat d'attente et de fierté nationale propice à la mobilisation pour la guerre. L'infrastructure économique allemande fut progressivement réorganisée pour soutenir une économie de guerre. Les industries clés furent réorientées vers la production militaire, tandis que les programmes de travaux publics créèrent des emplois et des avantages stratégiques. La construction d'autoroutes, par exemple, permit non seulement de réduire le chômage, mais aussi d'améliorer la capacité de l'Allemagne à déplacer rapidement troupes et fournitures à travers le pays. Lorsque Hitler ordonna finalement l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, l'Allemagne était devenue une redoutable machine de guerre. La préparation méticuleuse des années précédentes avait créé non seulement une armée puissante, mais aussi un État totalement mobilisé pour le conflit. Cependant, cette préparation portait aussi les germes de sa propre destruction, car l'ambition démesurée d'Hitler allait finalement provoquer l'intervention de puissances dépassant la capacité allemande à soutenir une guerre mondiale prolongée. Le tonnerre imparable, Blitzkrieg et la machine de guerre allemande. La guerre qu'Hitler allait déclencher en Europe ne se déroulerait pas selon les règles du combat traditionnel. Les Allemands avaient tiré les leçons amères de la Première Guerre mondiale, où des millions de soldats étaient morts dans des tranchées statiques pour avoir avancé de quelques mètres à peine sur un terrain boueux. La nouvelle façon de faire la guerre, issue des laboratoires stratégiques allemands, allait révolutionner à jamais le concept même de conflit armé, transformant le champ de bataille en un scénario de rapidité, de coordination et de dévastation sans précédent. La Blitzkrieg, née en réponse aux limites de la guerre statique de la Première Guerre mondiale, consistait en une concentration rapide des forces sur des points stratégiques vulnérables. Cette tactique révolutionnaire, privilégiant rapidité et coordination, allait jouer un rôle clé dans l'invasion de la Pologne, de la France, et plus tard sur d'autres fronts, démontrant son efficacité même contre des puissances plus grandes. Les progrès technologiques des années 30 ont fourni les outils nécessaires à la concrétisation de ces idées révolutionnaires. Les chars, monstres d'acier lents et peu robustes de la Première Guerre mondiale, sont devenus des machines rapides et maniables, capables de traverser le territoire ennemi à des vitesses impensables des décennies auparavant. Les avions de chasse ont atteint des niveaux de sophistication permettant non seulement la reconnaissance aérienne, mais aussi un soutien direct aux forces terrestres avec une précision redoutable. La Blitzkrieg reposait sur la concentration des forces sur des points spécifiques des défenses ennemies, où la vitesse des chars, le soutien aérien de la Luftwaffe et les communications radio étaient utilisés pour désorganiser l'ennemi avant qu'il ne puisse réagir. Les Panzers, ces redoutables chars allemands, constituaient l'épine dorsale de cette nouvelle façon de faire la guerre. Ces véhicules blindés n'opérèrent pas isolément.
mais au sein d'un système intégré combinant puissance de feu, mobilité et communication. Les divisions Panzer avançaient en formation coordonnée, appuyées par des unités d'infanterie motorisées se déplaçant à bord de véhicules de transport blindés, permettant ainsi aux forces terrestres de maintenir le rythme effréné de progression qui caractérisait la Blitzkrieg. La Luftwaffe joua un rôle crucial dans cette symphonie de destruction coordonnée. Les bombardiers allemands ne se limitaient pas à attaquer des objectifs stratégiques à l'arrière de l'ennemi, mais fournissaient un appui aérien direct aux forces terrestres en mouvement. Les redoutables Stukas, avec leur sifflement caractéristique qui semait la terreur parmi les troupes ennemies, exécutaient des attaques en piqué avec une précision qui transformait chaque bombardement en un élément tactique intégré à l'avancée générale. Les communications radio représentaient peut-être l'innovation la plus cruciale de toute la doctrine. Alors que les armées traditionnelles dépendaient de lignes téléphoniques vulnérables ou de messageries lentes, les forces allemandes pouvaient coordonner des mouvements complexes en temps réel. Les commandants de chars pouvaient communiquer directement avec les pilotes de chasse, les observateurs aériens pouvaient diriger les tirs d'artillerie et les unités dispersées pouvaient converger vers des objectifs précis avec une synchronisation qui semblait surnaturelle aux yeux de leurs ennemis. La rapidité constituait l'élément le plus dévastateur de la Blitzkrieg. Les attaques allemandes débutaient sans avertissement préalable, souvent dans des endroits que l'ennemi considérait comme impossibles ou improbables pour une offensive. Le temps que les forces défensives comprennent l'ampleur et la direction de l'attaque, les pointes allemandes avaient déjà pénétré des kilomètres à l'intérieur de leur territoire, coupant les lignes de communication, encerclant des unités entières et semant le chaos à l'arrière. L'invasion de la Pologne en septembre 1939 démontra l'efficacité de la nouvelle doctrine militaire allemande, qui alliait rapidité, concentration des forces et précision tactique. Les forces polonaises, organisées selon les doctrines militaires traditionnelles, se révélèrent totalement incapables de faire face à la rapidité et à la coordination des divisions allemandes. Les panzers transpercèrent les défenses polonaises comme des couteaux brûlants, tandis que la Luftwaffe détruisait l'aviation polonaise au sol et bombardait les lignes de communication. En seulement 6 semaines, la Pologne fut entièrement conquise et partagée entre l'Allemagne et l'Union soviétique. La rapidité de la victoire surprit même les Allemands, confirmant qu'ils avaient développé une technique de guerre fondamentalement nouvelle. Les observateurs internationaux, habitués aux longs sièges et aux batailles d'usure des conflits précédents, avaient du mal à comprendre comment un pays avait pu être détruit aussi rapidement. La campagne de France de 1940 a élevé la Blitzkrieg à des niveaux d'efficacité qui semblaient frôler l'impossible. Les Français avaient construit la ligne Maginot, une chaîne de fortifications qu'ils considéraient comme impénétrable, conçue spécifiquement pour stopper une invasion allemande. Cependant, les stratèges allemands ont tout simplement évité ces défenses, attaquant à travers la Belgique et les Pays-Bas, une manœuvre qui a pris les défenseurs complètement par surprise. Les divisions blindées traversèrent les Ardennes, une région que les Français considéraient comme infranchissable pour les forces blindées, et débarquèrent en territoire français avec une rapidité qui déstabilisa complètement les plans défensifs alliés. En quelques jours, les forces allemandes encerclèrent les meilleures divisions françaises et britanniques, les forçant à évacuer désespérément les plages de Dunkerque. En juin 1940, la France capitula et Hitler marchait triomphalement dans les rues de Paris. La nation, qui avait résisté à 4 ans de siège allemand lors de la guerre précédente, était tombée en à peine 6 semaines. En seulement 6 semaines, l'Allemagne a conquis la Pologne et, en peu de temps, la France s'est effondrée sous une attaque qui a submergé les capacités de défense alliées, révélant la vulnérabilité des puissances européennes à un conflit d'une telle rapidité et d'une telle coordination. Cependant, la guerre éclair n'était pas la formule magique pour la victoire dans tous les scénarios. Lorsque les Allemands lancèrent l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique en 1941, ils découvrirent que les vastes étendues du territoire soviétique, les conditions climatiques difficiles et la résistance acharnée de l'armée rouge présentaient des défis que la Blitzkrieg ne pouvait surmonter facilement. La guerre qu'ils avaient imaginée comme un conflit bref et décisif se transforma en un cauchemar d'usure qui allait finir par épuiser les ressources allemandes. La Blitzkrieg a transformé la nature de la guerre moderne, démontrant que la rapidité, la coordination et la concentration des forces
permettait de remporter des victoires décisives en des temps incroyablement courts. Mais elle a également révélé que même les innovations militaires les plus révolutionnaires avaient leurs limites face à la réalité d'un conflit mondial prolongé. Le début du chaos, l'invasion de la Pologne et le premier coup du Reich. Aux premières heures de l'aube du 1er septembre 1939, le monde changea à jamais. À 4h45 du matin, les bombardiers allemands commencèrent à larguer leurs charges meurtrières sur des cibles militaires et civiles en territoire polonais. Tandis qu'à peine plus d'une heure plus tard, des divisions blindées allemandes franchissaient la frontière, marquant ainsi la première application massive de la Blitzkrieg. Cet instant marqua non seulement le début de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la matérialisation des ambitions expansionnistes que Hitler nourrissait depuis des années dans l'obscurité de sa vision idéologique. La Pologne était devenue la cible inévitable de la machine de guerre allemande pour des raisons qui transcendaient les simples considérations stratégiques. Le pays représentait un obstacle géographique fondamental au projet d'expansion vers l'Est, qu'Hitler considérait comme essentiel pour l'avenir du peuple allemand. La doctrine du Lebensraum avait identifié les vastes territoires d'Europe de l'Est comme la destinée naturelle de l'expansion aryenne, et la Pologne constituait la porte d'entrée vers cet empire rêvé. Dans les années 1930, la situation de la Pologne était précaire à bien des égards. Entourée d'une Allemagne de plus en plus agressive et d'une Union soviétique tout aussi expansionniste, la nation polonaise s'efforçait de maintenir un équilibre diplomatique devenu de plus en plus intenable. Les Polonais observaient avec une inquiétude croissante les annexions allemandes de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, conscients que leur pays serait inévitablement la prochaine cible sur la liste des conquêtes nazies. Le pacte de non-agression germano-soviétique, signé le 23 août 1939, avait définitivement scellé le sort de la Pologne. Cet accord, qui avait surpris le monde en raison de l'apparente contradiction idéologique entre le nazisme et le communisme, contenait des clauses secrètes qui divisèrent la Pologne entre les deux puissances avant même le début de l'invasion. Hitler avait réussi à neutraliser la menace d'une guerre sur deux fronts, tandis que Staline avait obtenu des gains territoriaux sans avoir à supporter le coût d'un conflit immédiat avec l'Allemagne. Le plan d'invasion allemand démontrait l'évolution stratégique de l'armée allemande depuis la Première Guerre mondiale. Les forces de la Wehrmacht ne chercheraient pas à répéter les erreurs du conflit précédent, où des millions de soldats étaient morts dans des tranchées statiques pour des gains territoriaux minimes. Elles appliqueraient plutôt les principes de la guerre éclair, avec une coordination sans précédent entre les différentes branches militaires. Les divisions blindées constituaient le fer de lance de l'invasion, progressant à une vitesse défiant toutes les attentes militaires traditionnelles. Ces véhicules blindés n'opéraient pas isolément, mais au sein d'un système intégré incluant un appui aérien immédiat, de l'infanterie motorisée et des communications radio permettant une coordination en temps réel. La Luftwaffe assurait la couverture aérienne et des attaques de précision contre les objectifs stratégiques, tandis que les unités d'infanterie sécurisaient les territoires conquis par les forces blindées. La réponse polonaise, bien que courageuse, s'avéra insuffisante face à cette nouvelle façon de faire la guerre. L'armée polonaise était organisée selon des doctrines militaires privilégiant la défense statique et les formations traditionnelles, concepts qui s'avérèrent obsolètes face à la rapidité et à la coordination des forces allemandes. Les commandants polonais se retrouvèrent à combattre un ennemi qui semblait omniprésent, brisant les lignes défensives avant même qu'elles ne soient suffisamment établies. La supériorité aérienne allemande fut établie dès les premières heures du conflit. La Luftwaffe attaqua non seulement des cibles militaires, mais bombarda aussi des infrastructures civiles, des gares et des centres de communication, paralysant la capacité polonaise à coordonner une défense efficace. Les légendaires Stukas, avec leur sifflement terrifiant caractéristique, semèrent la panique parmi les troupes polonaises tout en fournissant un appui aérien direct aux forces terrestres en mouvement. L'invasion soviétique du 17 septembre ajouta une dimension désespérée à la résistance polonaise. Les forces polonaises, qui avaient concentré leurs efforts sur la lutte contre l'avancée allemande par l'ouest, se retrouvèrent soudainement attaquées à l'est par l'armée rouge. Cette guerre sur deux fronts anéantit rapidement tout espoir de résistance prolongée, divisant les forces polonaises entre plusieurs fronts tandis que leurs lignes de communication et de ravitaillement se désintégraient sous les bombardements incessants.
La défense de Varsovie symbolisait à la fois la détermination polonaise et l'inutilité de résister à la machine de guerre allemande par des moyens conventionnels. La capitale polonaise subit un siège brutal qui dura plusieurs semaines, mais les bombardements aériens constants et l'artillerie allemande finirent par forcer la capitulation le 28 septembre. La chute de Varsovie marqua non seulement la défaite militaire de la Pologne, mais aussi le début d'une occupation qui allait se caractériser par une brutalité systématique, dirigée notamment contre l'intelligentsia polonaise. La division de la Pologne entre les occupants nazis et soviétiques a révélé la nature des projets à long terme des deux puissances. Tandis que les Allemands établissaient le gouvernement général dans l'ouest du pays, appliquant immédiatement des politiques de germanisation et de persécution raciale, les Soviétiques annexaient directement les régions de l'Est, déportant des milliers de Polonais en Sibérie et exécutant des milliers d'officiers polonais. La réaction internationale à l'invasion confirma à la fois les espoirs et les craintes d'Hitler. La Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre, respectant leurs engagements envers la Pologne, mais ne purent fournir d'aide militaire immédiate. La période connue sous le nom de drôle de guerre démontra que les puissances occidentales n'étaient pas préparées à affronter la rapidité et l'efficacité de la blitzkrieg allemande. La chute de la Pologne en seulement 6 semaines a non seulement mis en évidence la puissance de la nouvelle stratégie allemande, mais a aussi servi de prélude à ce qui allait arriver en Europe. Hitler avait démontré que ses ambitions expansionnistes n'étaient pas de vaines menaces, mais des plans concrets soutenus par un appareil militaire révolutionnaire. La rapidité avec laquelle la Pologne fut vaincue surprit les Allemands eux-mêmes, confirmant la supériorité de leur tactique de guerre éclair. Le sort de la Pologne préfigurait les horreurs qui caractériseraient l'occupation nazie à travers l'Europe. La persécution systématique des intellectuels, du clergé et des dirigeants politiques polonais s'inscrivait dans un plan délibéré visant à détruire l'identité nationale polonaise et à transformer le territoire en colonie allemande. Cette politique de brutalité organisée allait être étendue et affinée dans les territoires occupés par la suite, aboutissant aux atrocités de l'Holocauste. L'invasion de la Pologne transforma irréversiblement l'équilibre des forces en Europe. Hitler avait franchi le Rubicon, démontrant sa volonté de recourir à la force militaire pour atteindre ses objectifs politiques. Le monde était entré dans une nouvelle ère de conflit total où les règles diplomatiques traditionnelles avaient cédé la place à la logique brutale de la conquête et de la domination raciale. L'effondrement fulgurant, la France anéantie en 6 semaines. Le 10 mai 1940, lorsque les premières divisions allemandes franchirent les frontières de la Belgique et des Pays-Bas, rares étaient ceux en Europe qui imaginaient qu'en à peine 6 semaines, la France, grande puissance militaire du continent, signerait sa capitulation face à Hitler. La nation qui avait résisté 4 ans à l'assaut allemand pendant la Première Guerre mondiale, qui possédait l'une des armées les plus modernes et les mieux équipées du monde et qui avait construit la ligne défensive la plus avancée de son époque, allait s'effondrer avec une rapidité qui bouleverserait le monde entier. La stratégie défensive française s'était forgée dans les tranchées sanglantes de la Grande Guerre. Marqués par l'expérience dévastatrice du conflit précédent, les généraux français étaient parvenus à la conclusion que la défense statique était la clé pour repousser les futures invasions allemandes. Cette conviction les a conduits à construire la ligne Maginot, une chaîne de fortifications s'étendant de la frontière suisse à la mer du Nord, dotée des technologies militaires les plus avancées de l'époque. La ligne Maginot n'était pas une simple barrière physique, mais la matérialisation d'une philosophie militaire privilégiant la défense à l'offensive. Ces bunkers souterrains, reliés par des tunnels, abritaient une artillerie lourde, des systèmes de communication et des approvisionnements suffisants pour résister à des sièges prolongés. Les architectes français avaient conçu cette fortification comme un piège mortel qui forcerait les Allemands à s'enliser dans une guerre d'usure semblable à celle qui avait caractérisé le conflit de 14 à 18. Cependant, cette mentalité défensive comportait un défaut fondamental que les stratèges allemands furent prompts à identifier. Une confiance excessive dans les fortifications fixes avait conduit les Français à négliger la mobilité et la flexibilité qui caractérisaient la guerre moderne. Tandis que la France construisait des murs impénétrables, l'Allemagne développait la capacité de les éviter complètement.
Le haut commandement allemand, dirigé par des généraux comme Heinz Guderian et Erich von Manstein, avait conçu un plan exploitant précisément cette mentalité défensive française. La stratégie allemande ne consistait pas à attaquer frontalement la ligne Maginot, mais à la contourner par une attaque à travers les Ardennes, une région montagneuse et forestière que les Français jugeaient impraticable pour des opérations blindées massives. Le plan allemand combinait tromperie et audace dans des proportions défiant les conventions militaires traditionnelles. Tandis qu'une force considérable attaquerait la Belgique et les Pays-Bas, attirant les réserves alliées vers le nord, le gros des divisions Panzer se concentrerait secrètement dans les Ardennes pour exécuter l'attaque principale. Cette manœuvre, connue sous le nom de plan Sichelschnitt, coupe-faucille, visait à diviser les forces alliées et à créer une brèche irréparable dans leur défense. La Luftwaffe avait été méticuleusement préparée à fournir l'appui aérien massif requis par cette opération. Les bombardiers allemands allaient non seulement attaquer des objectifs stratégiques à l'arrière de l'ennemi, mais aussi fournir un soutien tactique direct aux forces blindées en mouvement. La coordination entre les forces aériennes et terrestres atteignit un niveau de sophistication surpassant tout ce que les Alliés avaient connu auparavant. Lorsque l'invasion commença, la rapidité de l'avancée allemande dépassa immédiatement les capacités de réaction françaises. Les divisions Panzer traversèrent les Ardennes, réputées impénétrables, en seulement 3 jours, débouchant en territoire français découvert avant même que les commandants alliés ne puissent pleinement comprendre ce qui se passait. La percée du front à Sedan, le 13 mai, créa une brèche de 50 km dans les défenses françaises, par laquelle les forces blindées allemandes s'engouffrèrent comme l'eau dans un barrage rompu. La réponse française révéla l'obsolescence de leur doctrine militaire. Les commandants français, habitués à la guerre de position, tentèrent d'organiser des contre-attaques selon des procédures exigeant du temps et une préparation minutieuse. Cependant, la rapidité des mouvements allemands rendit toute riposte coordonnée impossible. Lorsque les unités françaises reçurent l'ordre de se déplacer vers de nouvelles positions, les forces allemandes avaient déjà franchi des kilomètres au-delà de ces objectifs. Le général Maurice Gamelin, commandant en chef des forces alliées, commit l'erreur fatale de concentrer ses meilleures divisions en Belgique, répondant exactement comme les Allemands l'avaient anticipé. Cette décision laissa le secteur des Ardennes défendu par des unités de seconde ligne, incapables de résister à l'assaut des divisions blindées d'élite allemandes. Lorsque Gamelin comprit enfin l'ampleur de la menace, les forces allemandes avaient déjà pénétré trop profondément pour être arrêtées. La supériorité aérienne allemande fut rapidement et définitivement établie. L'aviation française, malgré son importance numérique, ne put rivaliser avec la concentration massive d'avions allemands ni avec la coordination entre forces aériennes et terrestres qui caractérisait la Blitzkrieg. Les redoutables Stuka semèrent la terreur parmi les troupes françaises, tout en fournissant un appui précis aux colonnes blindées en mouvement. La chute des Pays-Bas en 5 jours et la pénétration allemande vers la côte de la Manche créèrent une situation tactique que les Alliés n'avaient pas imaginée. Les meilleures divisions françaises et britanniques se retrouvèrent prises au piège dans une gigantesque poche, encerclées par les forces allemandes qui avaient exécuté une manœuvre d'encerclement aux proportions épiques. L'évacuation de Dunkerque, bien qu'elle ait sauvé plus de 300 000 soldats alliés, marqua la reconnaissance d'une défaite stratégique totale. L'entrée des troupes allemandes dans Paris le 14 juin symbolisait non seulement la défaite militaire de la France, mais aussi l'effondrement psychologique d'une nation. La ville, qui avait résisté au siège prussien en 1870 et servi de bastion à la résistance alliée pendant la Première Guerre mondiale, tomba sans un seul coup de feu. L'image des soldats allemands défilant sous l'Arc de Triomphe transmit au monde l'ampleur de la catastrophe française. Le gouvernement français, dirigé par le maréchal Philippe Pétain, héros de Verdun devenu symbole de la capitulation, demanda l'armistice le 17 juin. La cérémonie de reddition eut lieu dans le même wagon où l'Allemagne avait signé sa capitulation en 1918, acte d'humiliation délibérément orchestré par Hitler pour effacer symboliquement la défaite allemande dans la Grande Guerre. La division de la France entre la zone occupée par l'Allemagne et le régime collaborationniste de Vichy acheva la destruction de l'ordre politique européen. La puissance qui avait mené la résistance à l'expansionnisme allemand devint alors un satellite du Troisième Reich, fournissant ressources, main-d'œuvre et légitimité politique aux conquérants nazis.
La rapidité de la victoire allemande a choqué non seulement l'Europe, mais le monde entier. Les États-Unis, qui avaient envisagé la possibilité de rester neutres dans le conflit, ont commencé à reconsidérer leur position face à la preuve que la Grande-Bretagne risquait de se retrouver seule face à une Allemagne contrôlant la quasi-totalité du continent européen. La chute de la France démontra que l'innovation tactique et l'audace stratégique pouvaient surmonter des avantages apparemment insurmontables en termes de ressources et de positions défensives. La Blitzkrieg avait prouvé son efficacité non seulement contre des armées mineures comme les Polonais, mais aussi contre l'une des plus grandes puissances militaires mondiales. Cette victoire établit la réputation d'invincibilité de l'armée allemande et convainquit Hitler que ses ambitions de domination mondiale étaient à portée de main. La défaite française a également révélé les limites d'une stratégie purement défensive à l'ère de la guerre mécanisée. Les enseignements de cette campagne allaient profondément influencer l'évolution de la doctrine militaire pendant le reste du conflit, démontrant que la mobilité, la concentration des forces et la coordination entre les différentes armes constituaient la clé du succès dans la guerre moderne. Le pouvoir de la peur, terreur et propagande dans la machine nazie. La conquête militaire de l'Europe ne représentait que la première phase des plans nazis pour établir leur nouvel ordre continental. Hitler avait compris que dominer des territoires nécessitait bien plus qu'une simple occupation physique. Il lui fallait briser la volonté de résistance des populations conquises et reconstruire leur société selon les principes de l'idéologie nazie. Pour atteindre cet objectif, le régime développa un système sophistiqué combinant manipulation psychologique et répression brutale, créant ainsi un appareil de contrôle qui s'immisçait dans tous les aspects de la vie dans les territoires occupés. La machine de propagande nazie, perfectionnée en Allemagne, fut déployée dans les pays occupés pour monopoliser les médias et créer un discours favorable au régime. En contrôlant l'information par la presse, la radio et le cinéma, le régime façonna la perception du public, tandis que la répression physique complétait cette manipulation. La stratégie de propagande nazie opérait simultanément à plusieurs niveaux. Au niveau le plus élémentaire, elle contrôlait totalement les médias dans les territoires occupés, garantissant que seules les informations favorables au régime parvenaient à la population. Les journaux locaux étaient fermés ou placés sous surveillance directe, tandis que les stations de radio ne diffusaient que des programmes approuvés par les autorités allemandes. Cette monopolisation de l'information créait un vide informationnel, comblé exclusivement par la version nazie des événements. Les nazis comprirent que pour établir leur domination durable, ils devaient transformer la mentalité des populations conquises en les persuadant que la résistance était vaine et que la collaboration représentait la seule alternative rationnelle. Pour y parvenir, ils élaborèrent des discours spécifiques à chaque territoire occupé, adaptant leur message aux circonstances locales et aux sensibilités particulières de chaque population. En France, la propagande nazie a utilisé le traumatisme de la défaite pour présenter la collaboration comme une nécessité afin d'éviter davantage de souffrance, ce qui a contribué au soutien de certains secteurs au régime de Vichy. Cependant, des réseaux de résistance ont rapidement émergé qui, malgré la répression, ont saboté l'occupation nazie et apporté leur soutien aux Alliés. La dimension antisémite de la propagande nazie constituait un élément central de toute la stratégie. Les Juifs étaient systématiquement déshumanisés par des campagnes médiatiques les présentant comme des ennemis internes responsables de tous les maux qui affligeaient l'Europe. Cette diabolisation n'était pas un simple exercice de haine irrationnelle, mais un outil calculé pour créer des boucs émissaires, justifiant les politiques répressives du régime et fournissant un ennemi commun susceptible d'unir les populations sous la direction nazie. La terreur physique complétait et renforçait la manipulation psychologique. La Gestapo et les SS établirent des réseaux de surveillance dans tous les territoires occupés, créant un climat de peur omniprésent qui dissuada toute manifestation de dissidence. Arrestations arbitraires, exécutions publiques et déportations massives n'étaient pas de simples mesures punitives, mais des démonstrations de pouvoir destinées à démontrer les conséquences de la désobéissance. La répression nazie s'inscrivait dans une logique de terreur collective qui dépassait toute considération de justice individuelle.
Les représailles contre les actes de résistance incluaient invariablement la punition d'innocents, créant une responsabilité collective transformant chaque citoyen en otage du comportement des autres. Cette tactique générait des tensions internes au sein des communautés occupées, où la survie individuelle dépendait du contrôle des actions d'autrui. Le système éducatif et culturel devint un autre front de la guerre psychologique nazie. Les écoles furent purgées des enseignants jugés peu fiables, tandis que les programmes d'études furent modifiés pour refléter l'idéologie nazie. Les bibliothèques furent privées des livres contraires à la vision du monde du régime et les institutions culturelles furent réorganisées pour promouvoir exclusivement l'art et la littérature au service de la propagande. Les organisations de jeunesse représentaient un objectif particulièrement important pour les nazis, qui comprenaient que le contrôle des jeunes générations était essentiel pour asseoir leur domination durable. Les programmes d'endoctrinement destinés aux enfants et aux adolescents visaient à créer une nouvelle génération européenne éduquée selon les principes nazis, destinés à remplacer les élites traditionnelles des pays occupés. La stratégie de contrôle social nazi incluait également la manipulation des structures économiques locales. Le régime offrait des avantages matériels à ceux qui collaboraient activement, tout en punissant économiquement ceux qui manifestaient des signes de résistance. Cette politique créait des incitations matérielles à la collaboration, notamment dans un contexte de pénurie et de privation économique provoquée par la guerre elle-même. Les gouvernements collaborationnistes établis dans les territoires occupés ont joué un rôle crucial d'intermédiaire dans cette stratégie de contrôle. Ces régimes locaux ont donné une façade de légitimité aux politiques nazies, permettant à la répression de paraître comme une décision des autorités nationales plutôt qu'une imposition directe des occupants allemands. Cette tactique s'est avérée particulièrement efficace pour diviser les populations entre ceux qui acceptaient la nouvelle réalité et ceux qui maintenaient des élans de résistance. La guerre psychologique nazie visait également les forces de résistance, tentant de fragmenter leur réseau par la désinformation et la menace constante de répression. Malgré cela, la résistance demeura active dans de nombreuses régions, sabotant l'occupation allemande. Les campagnes de désinformation cherchaient à créer la méfiance entre les différents groupes de résistance, tandis que l'infiltration d'agents provocateurs semait la paranoïa et fragmentait les réseaux clandestins. La torture et les interrogatoires des résistants capturés visaient non seulement à obtenir des informations, mais aussi à saper le moral de leurs camarades en leur montrant les souffrances qui attendaient ceux qui défiaient le régime. L'impact psychologique de ces tactiques combinées fut dévastateur pour les populations civiles. L'incertitude constante, l'impossibilité de distinguer la vérité de la propagande et la peur omniprésente de la répression créèrent un état de stress collectif qui mina la capacité de résistance organisée. Nombreux furent ceux qui optèrent pour l'isolement et la passivité comme stratégie de survie, évitant toute action susceptible d'attirer l'attention des autorités. L'efficacité de cette stratégie de destruction psychologique s'est manifestée par la relative rareté des mouvements de résistance massifs dans la plupart des territoires occupés. Bien que de courageux groupes de résistance aient existé dans tous les pays conquis, ils n'ont jamais réussi à mobiliser la majorité de la population, qui est restée largement passive ou collaborationniste pendant l'occupation. Cependant, la stratégie de terreur et de propagande nazie contenait également les germes de son autodestruction. L'extrême brutalité du régime a fini par engendrer une réaction de rejet qui a renforcé la détermination à résister, tandis que les contradictions inhérentes à la propagande nazie ont été progressivement révélées par la réalité de la guerre. La combinaison de terreur et de manipulation, qui avait permis le contrôle initial de l'Europe, est finalement devenue une source de faiblesse qui a contribué à l'effondrement final du Troisième Reich. La guerre imparable, la bataille pour l'Union soviétique et l'ambition nazie. Le 22 juin 1941, alors que plus de 3 millions de soldats allemands franchissaient la frontière soviétique à l'aube d'un dimanche d'été, Hitler concrétisa enfin l'obsession qui avait défini sa vision politique depuis les premiers jours du nazisme. L'opération Barbarossa représentait bien plus qu'une campagne militaire. C'était l'aboutissement d'une idéologie qui avait identifié dans les vastes étendues de l'Europe de l'Est la destinée manifeste du peuple allemand et le scénario final de la lutte pour la suprématie raciale en Europe. L'expansion vers l'Est était au cœur des plans d'Hitler depuis qu'il avait exprimé ses idées dans Mein Kampf.
La doctrine du Lebensraum n'était pas une simple ambition territoriale, mais une nécessité existentielle justifiant la conquête des territoires soviétiques comme condition indispensable à la survie de la race aryenne. Hitler concevait les peuples slaves comme racialement inférieurs, voués à l'esclavage ou à l'élimination pour faire place aux colons allemands qui transformeraient ces terres en fermes et villes aryennes. Cette vision idéologique avait été temporairement suspendue lorsque Hitler avait signé le pacte de non-agression avec Staline en août 1939. Cet accord avait permis à l'Allemagne d'éviter la redoutable guerre sur 2 fronts, tout en conquérant la Pologne et l'Europe occidentale, mais n'avait jamais représenté plus qu'une pause tactique. Le partage secret de la Pologne et des États baltes entre les 2 puissances n'avait été qu'un prélude à la confrontation finale qu'Hitler considérait comme inévitable. Les préparatifs d'invasion avaient sérieusement commencé après la chute de la France, lorsque Hitler se sentit suffisamment rassuré par sa position en Europe occidentale pour tourner son attention vers l'Est. La planification de l'opération Barbarossa révéla l'ampleur des ambitions allemandes. Il s'agissait de l'opération militaire la plus massive jamais conçue, qui impliquerait non seulement la destruction de l'armée rouge, mais aussi la désintégration complète de l'État soviétique et la réorganisation raciale des territoires conquis. Le plan allemand divisait les forces d'invasion en 3 groupes d'armées qui attaqueraient simultanément sur un front de plus de 2000 km. Le groupe d'armée nord se dirigerait vers Leningrad, cherchant à isoler le berceau de la révolution bolchevique. Le groupe d'armée centre avancerait directement vers Moscou, visant le cœur politique du régime soviétique. Le groupe d'armée sud conquérirait l'Ukraine et progresserait vers le Caucase, s'assurant ainsi les ressources agricoles et industrielles dont l'Allemagne avait besoin pour soutenir son effort de guerre. La confiance allemande dans le succès reposait sur la faiblesse apparente de l'armée rouge, dont les performances avaient été désastreuses lors de la guerre d'hiver contre la Finlande. Les purges staliniennes du milieu des années 1930 avaient décapité le commandement militaire soviétique, éliminant des milliers d'officiers expérimentés. Les stratèges allemands estimaient que la campagne serait achevée en quelques semaines avant l'arrivée de l'hiver russe. Lorsque l'invasion commença, les premiers succès allemands semblèrent confirmer ces attentes optimistes. Les forces soviétiques furent complètement prises par surprise malgré les avertissements des services de renseignement parvenus à Staline de multiples sources. Le dictateur soviétique, convaincu qu'Hitler ne risquerait pas une guerre sur 2 fronts tant que la Grande-Bretagne resterait invaincue, avait ignoré tout signe d'invasion imminente. Le chaos initial permit aux divisions blindées allemandes de réitérer les succès spectaculaires des campagnes précédentes. Les formations blindées pénétrèrent profondément en territoire soviétique, encerclant et capturant des centaines de milliers de soldats de l'armée rouge lors de gigantesques opérations d'encerclement. Dès les premiers jours, la Luftwaffe détruisit des milliers d'avions soviétiques, dont beaucoup au sol, établissant ainsi une supériorité aérienne apparemment absolue. La vitesse de l'avancée allemande fut initialement stupéfiante. Smolensk tomba en juillet, ouvrant apparemment la voie à Moscou. Kiev fut encerclée en septembre, capturant plus de 600 000 soldats soviétiques. En octobre 1941, les troupes allemandes étaient aux portes de Moscou, et de nombreux observateurs internationaux estimaient l'effondrement de l'Union soviétique imminent. Cependant, la résistance soviétique s'est révélée fondamentalement différente de tout ce que les Allemands avaient connu auparavant. Contrairement aux armées occidentales, qui s'étaient rapidement rendues une fois leur ligne brisée, les forces soviétiques ont continué à se battre même encerclées. L'idéologie communiste et le patriotisme russe se sont combinés pour créer une détermination à résister qui a surpris les envahisseurs allemands. Staline, après le choc initial, parvint à mobiliser les énormes ressources humaines et industrielles de l'Union soviétique pour la défense. Les usines furent évacuées vers l'Est, au-delà de l'Oural, où elles continuèrent à produire des armes pour l'armée rouge. Des millions d'hommes furent mobilisés pour remplacer les pertes initiales, tandis que l'arrivée de divisions sibériennes, entraînées au combat dans des conditions extrêmes, renforçait les défenses de Moscou au moment critique. Le facteur qui a finalement fait échouer l'opération Barbarossa fut la combinaison de la résistance soviétique et de l'arrivée de l'hiver russe. Les plans allemands prévoyaient que la campagne se terminerait avant novembre. Les troupes n'étaient donc pas équipées pour opérer dans les conditions climatiques extrêmes du front de l'Est.
Des températures descendant en dessous de 40 degrés Celsius ont paralysé le matériel allemand et provoqué des milliers de gelures parmi les soldats. La contre-offensive soviétique lancée en décembre 1941 marqua le premier revers sérieux de l'armée allemande depuis le début de la guerre. De nouvelles forces venues de Sibérie, commandées par des généraux comme Georgi Zhukov, forcèrent les Allemands à se retirer des environs de Moscou pour la première fois depuis le début de la guerre. L'image d'invincibilité de la Wehrmacht s'effondra, tout comme les espoirs de victoire rapide à l'Est. L'échec face à Moscou transforma fondamentalement le caractère de la guerre. Ce qu'Hitler avait imaginé comme une campagne éclair, similaire à celle menée en Pologne et en France, devint une guerre d'usure que l'Allemagne ne pouvait se permettre. Les ressources humaines et matérielles soviétiques étaient largement supérieures à celles de l'Allemagne, et chaque mois qui passait sans victoire décisive renforçait la position de Staline, tout en affaiblissant celle d'Hitler. L'entrée en guerre des États-Unis après Pearl Harbor a transformé le conflit en une lutte mondiale, où l'Allemagne a dû faire face à une coalition de puissances dont le potentiel productif dépassait largement celui de l'Axe. Le programme Prébay a permis de fournir des équipements essentiels à l'armée rouge, tandis que l'ouverture d'un second front a divisé les forces allemandes entre plusieurs théâtres d'opération. La bataille pour l'Union soviétique a également révélé la nature génocidaire des plans nazis pour l'Europe de l'Est. Les instructions données aux troupes allemandes incluaient l'ordre de traiter les prisonniers de guerre soviétiques comme des sous-hommes, entraînant la mort de millions de soldats capturés. Les Einsatzgruppen ont suivi les troupes combattantes, exécutant massivement des juifs, des communistes et des intellectuels slaves dans le cadre du plan de réorganisation raciale des territoires conquis. L'échec de l'opération Barbarossa marqua un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Hitler avait tout misé sur une victoire rapide à l'Est qui lui aurait donné accès aux ressources nécessaires à une guerre prolongée. Au lieu de cela, il se retrouva pris au piège d'une guerre sur deux fronts qui allait progressivement épuiser toutes les ressources du Reich allemand. L'expansion vers l'Est, conçue comme la réalisation ultime de la vision nazie pour l'Europe, marqua le début de la fin du Troisième Reich. Les vastes étendues du territoire russe, qu'Hitler avait imaginé comme le jardin du peuple allemand, se transformèrent en tombeau de ses ambitions impériales et en scénario de la défaite la plus coûteuse de l'histoire militaire allemande. Le prix de l'ambition, résistance et effondrement de l'empire nazi. L'expansion nazie avait atteint son apogée au milieu de l'année 1942, lorsque les forces allemandes contrôlaient un territoire s'étendant des côtes atlantiques aux profondeurs de la steppe russe. Cependant, cette apparente suprématie continentale masquait de profondes fissures qui allaient progressivement saper les fondements de l'empire qu'Hitler avait bâti à une vitesse vertigineuse. La conquête de l'Europe avait été relativement simple. Sa survie allait devenir un cauchemar qui épuiserait les ressources allemandes et finirait par détruire le Troisième Reich. La rapidité même de l'expansion allemande avait engendré des problèmes que les stratèges nazis n'avaient pas entièrement anticipés. Chaque territoire conquis nécessitait des garnisons d'occupation, des administrateurs civils et des ressources pour maintenir l'ordre. Les lignes de ravitaillement s'étendaient sur des milliers de kilomètres, vulnérables aux attaques et au sabotage. Plus fondamentalement, les nazis avaient sous-estimé la capacité de résistance des peuples européens, partant du principe que la supériorité militaire allemande garantirait la soumission passive des populations conquises. Cette hypothèse s'est révélée profondément erronée. Dans chaque pays occupé, des mouvements de résistance ont émergé, adoptant des formes différentes selon les circonstances locales, mais partageant une détermination commune à lutter contre la domination allemande. La résistance comprenait le sabotage industriel, les réseaux d'espionnage, la propagande clandestine et la protection des personnes persécutées par le régime nazi. Ces activités ont donné naissance à une guerre invisible menée dans l'ombre de l'Europe occupée. En France, la résistance s'organisa dès les premiers jours de l'occupation, d'abord par des actes individuels de défiance, puis progressivement par des réseaux organisés. L'appel du général Charles de Gaulle depuis Londres, le 18 juin 1940, servit de symbole et de point de mire à la résistance. La résistance française se caractérisait par sa diversité politique. Communistes, gaullistes, socialistes et patriotes conservateurs trouvèrent un terrain d'entente dans leur opposition à l'occupant allemand.
Les activités évoluèrent de la distribution clandestine de journaux à des opérations de sabotage sophistiquées qui interrompirent les transports et la production industrielle allemands. Des réseaux d'évasion aidèrent les aviateurs alliés abattus et les Juifs persécutés à rejoindre le territoire neutre. En 1944, la résistance française avait développé la capacité de coordonner d'importantes opérations militaires, complétant le débarquement allié en Normandie. En Pologne, la résistance fut acharnée et bien organisée, l'armée nationale luttant contre la brutalité nazie dans un contexte d'occupation impitoyable. Malgré des représailles massives, la résistance polonaise poursuivit son combat, tant dans les villes que dans les campagnes. La résistance en Union soviétique, animée par le patriotisme et l'idéologie communiste, est devenue l'une des plus actives, les guérilleros attaquant constamment les lignes d'approvisionnement allemandes et fournissant des renseignements essentiels à l'armée rouge. La guerre des partisans en Europe de l'Est était caractérisée par une cruauté particulière. Les Allemands répondaient aux attaques des partisans par des représailles massives contre la population civile, exécutant des otages et détruisant des villages entiers. Cependant, ces mesures brutales renforçaient souvent la détermination à résister et fournissaient de nouvelles recrues au mouvement clandestin.